Au sud de la République populaire de Chine, Hong Kong occupe une position stratégique sur la côte, à proximité immédiate du delta de la rivière des Perles. Un site idéal, parce qu'il regroupe à la fois des terres continentales et plus de 260 îles. Hong Kong était un port très actif bien avant l'arrivée des Occidentaux au début du XVIe siècle. Malgré les pirates, les grandes puissances maritimes européennes se précipitèrent dans une des rares voies d'accès à la Chine. Le commerce prit de l'ampleur, même si, officiellement, les Européens étaient venus pour évangéliser la contrée. En 1842, les Britanniques fondèrent une colonie qui leur fournissait le thé, la porcelaine et la soie. C'est un Anglais qui découvrit ici la fleur d'un arbre appelé Bauhinia. Proche de l'orchidée, elle symbolise Hong Kong. Depuis 1997, Hong Kong est redevenu chinois. Les drapeaux flottent ensemble, mais celui de la Chine est plus grand et plus haut. Hong Kong signifie port au parfum en cantonais. C'est à la fois le nom du territoire et celui d'une île. En face, la péninsule de Kowloon est toute proche. Elle est reliée à Hong Kong par le Star Ferry et 2 tunnels qui passent sous la baie. Le point culminant dépasse 950 mètres. Sur les îles et sur le continent, le relief est accentué. Pour limiter les fréquents glissements de terrain, les sols en forte pente sont consolidés, mais la place des végétaux est soigneusement préservée. La place de chacun est bien délimitée dans une ville qui compte plus de 7 millions d'habitants. « 95% de la population est d'origine chinoise. Les étrangers font pourtant partie du paysage. Beaucoup viennent d'Indonésie et des Philippines. Le modèle britannique a favorisé le développement de Hong Kong. Il a fallu pourtant gérer de nombreuses contraintes, notamment dans le domaine du logement, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les petites maisons individuelles appartiennent à un lointain passé. La moitié de la population est aujourd'hui logée dans de gigantesques HLM. L'espace est rare, donc l'immobilier ne pouvait se développer qu'en hauteur. Même les cimetières additionnent les étages. Avec plus de 6 000 habitants par kilomètre carré, la population de Hong Kong bat des records. La densité est 200 fois plus élevée que la moyenne européenne. Un petit air de Manhattan, malgré le recours à des techniques traditionnelles comme l'échafaudage en bambou. L'architecture coloniale, cependant, n'est pas forcément sacrifiée à la croissance urbaine. On la protège quand elle est menacée. Face à la modernité, les valeurs traditionnelles suscitent un profond respect. Les 2 religions anciennes, le bouddhisme et le taoïsme, sont largement pratiquées. Les traditions ne se sont effacées ni derrière les modes occidentales, ni derrière le communisme chinois. D'autres courants de pensée, d'autres religions, ont trouvé à Hong Kong une terre d'accueil. L'épanouissement de l'esprit par la maîtrise du corps est une quête permanente à Hong Kong. Les façons d'y aboutir varient selon le budget qu'on y consacre. Par son coût, le golf est réservé à quelques privilégiés. La civilisation des loisirs ne s'est pas développée au détriment des activités traditionnelles. Beaucoup n'ont pas changé depuis des siècles. Une part importante de la journée est consacrée au repas. Les préparations sont parfois devenues plus élaborées, mais les gestes sont restés identiques. En tout cas, dès que l'appétit l'exige, et peu importe l'endroit où l'on se trouve, on mange. À Hong Kong, le temps est compté. Hong Kong ne possède pas de ressources naturelles. Son économie est pourtant l'une des plus florissantes de la planète.
Malgré l'ouverture de ses frontières, la Chine fait transiter par ici 40% de son commerce extérieur. Le port est le premier du monde pour le trafic des containers. Plus modeste, les cartons circulent partout, par milliers. La bourse de Hong Kong est la deuxième du continent asiatique, derrière Tokyo. Mais le revenu par habitant dépasse celui du Japon et des pays de l'Union européenne. Les chiffres du commerce et des affaires suivent des courbes ascendantes dans de nombreux domaines. Les secteurs traditionnels se doublent désormais d'activités plus récentes, comme la production cinématographique. Hong Kong est devenue une véritable star et elle veut s'en donner l'allure. Le rythme de la ville est rapide, mais parfois, il doit ralentir. Les contraventions reçoivent le même accueil partout. Hong Kong a déployé beaucoup d'efforts pour faciliter les échanges entre les différentes parties du territoire. Tout est fait pour faciliter la mobilité des travailleurs. La ville s'active, mais elle tient à briller. Pour un pays tourné à ce point vers l'extérieur, c'est une question d'image. Et l'image est bonne, si l'on en juge par la progression du tourisme. Hong Kong est classée 7e destination touristique du monde. Les visiteurs jettent un nouveau regard sur Hong Kong. L'initiation aux traditions ancestrales fait désormais partie des programmes touristiques. Et l'obstacle de la langue n'est pas un problème. Oui, parce que là-haut, on va avoir la même... Non, you sit. Non, C'est ainsi que certaines traditions font le tour du monde. Hong Kong a envie qu'on l'aime. Elle traverse le temps avec l'ambition renouvelée de briller comme une étoile. Hong Kong cherche à gagner les sommets. Encore faut-il disposer des moyens intellectuels et matériels nécessaires. Au départ, la taille de Hong Kong était trop petite pour avoir les ressources suffisantes. Mais le scénario a changé avec l'avènement du communisme en Chine. Yon Fan est acteur et réalisateur. Hong Kong est un endroit où tous les talents de Chine sont arrivés lors du changement de régime. Ils ont trouvé ici un terrain propice. Ils ont apporté beaucoup de choses, de nouvelles opportunités et les meilleurs talents à l'industrie du cinéma. Ils ont créé beaucoup de choses originales, l'originalité dans la séduction, dans les films d'action et dans d'autres domaines. C'est une des raisons pour lesquelles l'industrie du cinéma de Hong Kong, sans aide du gouvernement, sans aide de la haute finance, a pu devenir par elle-même une des plus importantes industries cinématographiques au monde. Hong Kong est aujourd'hui une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Comment une ville ultralibérale a-t-elle pu s'intégrer à la Chine? Sherman Kung est architecte. Hong
Hong Kong a toujours été indépendant, notamment pour son développement économique. Quand on conçoit des immeubles, il s'agit de projets de développement personnel ou institutionnel. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et aussi plus tard, dans les années 1970-1980, Hong Kong est devenu très international. Beaucoup de gens parmi les meilleurs du monde sont venus à Hong Kong parce qu'ils avaient le sentiment que c'était à la fois un port franc et un endroit libre au niveau des idées, libre aussi à bien des points de vue. C'est ainsi que Hong Kong est devenu très international. C'est pour cela qu'il y a des architectes internationaux qui viennent travailler à Hong Kong. Il y a des Européens, des Américains, des Australiens. Ils viennent tous à Hong Kong parce que c'est un point de passage pour faire quelque chose avec la Chine. Donc, Hong Kong est devenu un melting pot. D'autant plus qu'auparavant, c'était une colonie britannique. Ainsi, Hong Kong a toujours pu intégrer le meilleur du monde occidental et le meilleur du monde oriental, et fondre le tout en fonction des demandes. Les gratte-ciel se dressent en rang serré sur l'île de Hong Kong. En revanche, ils sont moins nombreux sur la péninsule de Kowloon. Explication. Les immeubles élevés étaient interdits à proximité de l'ancien aéroport. Aujourd'hui, les terrains libérés sont très convoités. Du côté Hong Kong, le terrain est si rare, c'est seulement le long de la baie qu'on a pu récupérer des terrains pour construire des buildings. C'est pour cela qu'on a dû construire de plus en plus haut. Oui, à Hong Kong, on construit des immeubles de plus en plus élevés. Mais au fait, jusqu'à quelle hauteur peut-on construire? En réalité, il n'y a pas de limite. Ça dépend des exigences et surtout des impératifs financiers. Nathan Road, Kowloon. Le Golden Mile est la partie sud de la rue. C'est un quartier voué au commerce, où l'activité ne s'arrête jamais. Quand Hong Kong devint anglais, Nathan Road fut la toute première rue tracée à Kowloon. D'ailleurs, Nathan est le nom d'un gouverneur britannique. Les rues sont fermées au trafic du côté de Temple Street à partir de 19h30. C'est le début du Night Market, le marché de nuit. Comme au Ladies Market, le marché des dames, le commerce se répartit en fonction des centres d'intérêt. Partout, le choix est tellement vaste qu'il est impossible dans le quartier de ne pas trouver ce qu'on cherche. Les cuivres d'une pharmacie traditionnelle servent désormais de cadre à un fast-food non moins traditionnel. À Hong Kong, rien ne se perd, tout se crée. À chaque rue, sa spécialité. Les poissons rouges du Goldfish Market jouent un rôle non négligeable dans la vie quotidienne. Ce sont des porte-bonheur. Si on les place dans un aquarium confortable, ils tiendront les mauvais esprits à distance. Il est important aussi qu'ils soient toujours en nombre impair. Les produits de la mer se conservent facilement lorsqu'ils sont séchés. Un marché entier leur est consacré afin de satisfaire les goûts des consommateurs, notamment pour les ailerons de requin. Au marché du jade, la fameuse pierre se décline sous toutes les formes. Elle est censée protéger ceux qui la portent. Et contrairement à une idée répandue, le jade n'est pas seulement vert. Il existe dans une large gamme de couleurs. D'ailleurs, certains prétendent que le jade est vivant et qu'il change de couleur au contact du corps. Mais au marché du jade, on ne vend pas que du jade. Les oiseaux sont également très appréciés à Hong Kong. Un marché leur est dédié. Certaines espèces sont recherchées pour leur chant.
d'autres oiseaux sont réputés porter chance à leurs propriétaires. Propriétaires et oiseaux deviennent parfois des compagnons de jeu. Le marché aux fleurs rappelle le climat subtropical de Hong Kong. Les espèces végétales y adoptent des formes originales, au point que les plantes entretiennent parfois la confusion entre monde végétal et monde animal. Et la nature prend plaisir à brouiller les pistes. Formes et couleurs sont souvent inattendues. Alors, pourquoi pas des roses bleues? À Hong Kong, la notion de marché s'est considérablement élargie. Les malls, les centres commerciaux se sont multipliés. Ils renvoient aux consommateurs leur propre image. Ils reflètent le rêve de chacun d'être star. Leur taille donne parfois le vertige. Ils tracent la voie pour les marchés du futur. Mais il reste des commerces hors du temps. La soie, dont la production a débuté en Chine au 3e millénaire avant Jésus-Christ, reste une valeur de référence. Sur l'île de Hong Kong bat le cœur de la ville, Central, le quartier de la finance et des affaires. Le vénérable tramway impérial s'y faufile à l'ombre des temples de l'architecture moderne. Le seul tramway électrique à étage au monde remonte à 1904. L'ancien et le moderne cohabitent également dans l'architecture. Une fois leur colonie installée, les Anglais ont lancé la construction de nombreux bâtiments. Leurs architectes ont importé les styles en vogue dans la bourgeoisie ou l'aristocratie britannique au XIXe siècle. Les îlots de verdure ont par miracle survécu dans une ville où la moindre parcelle de terrain est convoitée. Des oasis insoupçonnées émergent au milieu d'une forêt minérale. Ces havres de paix montrent que la ville tâche de conserver une dimension humaine. Le Hong Kong Park occupe une dizaine d'hectares au milieu de Central. Rien ne perturbe les habitués des lieux. Les oiseaux tropicaux jouent les vedettes face aux objectifs des photographes. Un couple de cacatoès fait le ménage dans sa nouvelle résidence. Les oiseaux aussi aiment briller. Ils veulent vraiment montrer leur beau plumage aux femelles. En plein centre de Hong Kong, si l'on a des loisirs, on peut apprécier le simple plaisir d'observer un oiseau qui fait son nid. La nature en pleine ville est un luxe inestimable. Parfois, il faut la modeler. Mais si on la respecte, elle n'hésite pas à s'exprimer, notamment par les couleurs. Au cœur de Central, certaines traditions, elles aussi, résistent.
La maison de thé en est une. Un endroit rare où l'on transmet l'art de préparer le breuvage. Sheikh Qasim explique le rituel. Le chemin pour apprécier le thé est long. On ne peut pas le parcourir en une seule étape. Il y a une manière pour préparer une tasse de thé. C'est ce qu'on appelle la cérémonie du thé. C'est une pratique qui exige beaucoup de temps et d'expérience. On peut alors préparer le thé en fonction de son expérience et la façon dont on le prépare, cela fait partie du comportement. La manière dont on traite le thé, la façon de manipuler les accessoires, cela rejoint la manière dont on considère ses amis. La manière de servir le thé, cela fait littéralement partie de votre personnalité. En s'immergeant au plus profond de Hong Kong, on retrouve certaines coutumes inchangées depuis des siècles. Le marché aux produits alimentaires répand ses étalages à même la rue. La quasi-totalité des produits est importée, ce qui n'empêche pas l'abondance dans les formes, les couleurs, les senteurs et les saveurs. Le tofu, dérivé du soja, fournit autant de protéines que la viande. Oui, on est bien en Chine, même si certaines rues portent des noms exotiques. Dans un décor de gratte-ciel, Hollywood Road est le quartier des antiquaires. Plusieurs cultures ont laissé des traces à Hong Kong. Hollywood Road en fait l'inventaire, hétéroclite. Un bric-à-brac qui s'étend de l'histoire contemporaine à l'époque médiévale, embrassant les croyances et les philosophies. Le temps passe et certaines idéologies figurent désormais au rayon des antiquités. Quelques usages anciens, par contre, subsistent. Il y a 3000 ans, les sceaux étaient déjà utilisés en Chine pour valider les documents officiels. L'art du sceau tient à la fois de la sculpture et de la calligraphie. La baie et la ville de Hong Kong sont dominées par le Victoria Peak, qui culmine à 552 mètres. Un funiculaire parcourt les pentes depuis la fin du XIXe siècle. Tracté par un câble d'acier, il gravit 6 mètres à la seconde. 10 minutes de trajet et le véhicule arrive à bon port. Anthony Ao est responsable technique. La raison principale pour laquelle les Anglais ont construit le tram, eh bien, ils voulaient pouvoir accéder au sommet du pic pour profiter de l'air frais pendant les fortes chaleurs de l'été. Maintenant, la plupart des passagers sont des touristes. On a encore quelques clients qui habitent ici, mais moins qu'auparavant. À Hong Kong, il faut souvent composer avec les collines et des pentes accentuées. Des escaliers ont été construits avec le granit qui servait de lest aux bateaux venant d'Angleterre, avant qu'ils repartent, chargés de marchandises. D'autres solutions ont été trouvées pour vaincre la pente, comme le trottoir roulant le plus long du monde. Le matin, il fonctionne dans un sens, celui du centre-ville, le soir, dans l'autre.
Les lignes de la ville sont imprévisibles. Elles dessinent des formes géométriques, et puis subitement, elles se relâchent et ondulent sans raison apparente. Autre forme, autre silhouette. Sous une dalle de béton, William Enge donne un cours de tai chi. Le tai chi, c'est un exercice physique qui bénéficie aussi bien au corps qu'à l'esprit. Le tai chi a été créé en observant et en imitant la vie et les gestes des animaux. Il est basé sur la théorie cosmique du yin et du yang. Le yin et le yang signifient négatif et positif. Ainsi, le tai chi, c'est une philosophie. Le tai chi favorise la relaxation et la maîtrise de soi. Il améliore la circulation de l'énergie dans le corps. Le feng shui poursuit le même objectif, optimiser la circulation de l'énergie. Mais les moyens sont différents car le feng shui travaille sur l'aménagement de l'environnement. En améliorant le cadre de vie, on améliore la vie. Alex Yu enseigne le feng shui. Le feng shui est un savoir-faire très compliqué. Certains disent que c'est une philosophie, d'autres que c'est une science, d'autres encore que c'est de la métaphysique ou une superstition. Je pense que c'est un peu de tout cela, car c'est une très vieille histoire qui remonte à la Chine ancienne il y a plus de 3000 ans. Le feng shui ne se résume pas à l'agencement d'une maison. Il veille en réalité à la circulation du qi. À Hong Kong, on est sensible au qi. Le qi signifie les forces naturelles et les énergies. La façon dont le qi circule renforce la chance et la santé. Et le qi peut avoir une influence, bonne ou mauvaise, sur notre vie quotidienne. Cela concerne la façon de disposer ses meubles, comment organiser sa maison, son bureau, sa boutique, son usine, pour favoriser la chance, la santé et la richesse. Prendre soin de son corps implique ici de recourir à la médecine chinoise. Celle-ci part du principe que chaque minéral, végétal ou animal, est doté de vertus dont l'homme peut bénéficier. La médecine chinoise prescrit les infusions de racines, les décoctions de lézards séchés ou les soupes de serpents, des remèdes inventés il y a des milliers d'années. L'acupuncture, un art thérapeutique basé également sur le flux d'énergie. Elle canalise l'énergie positive et l'énergie négative en piquant des zones cutanées privilégiées. Les aiguilles orientent l'énergie, par exemple pour rééquilibrer le fonctionnement d'un organe. Il existe des points spécifiques où l'énergie positive est tonifiée. Philippe Lee est un spécialiste. En fonction de certains points d'acupuncture, on place des aiguilles. Auparavant, on stimulait les aiguilles avec les doigts. Mais aujourd'hui, on utilise une machine pour stimuler l'énergie dans le corps et stimuler les méridiens. En ce moment, en plus des aiguilles, on utilise aussi la cautérisation. Pour la cautérisation, on utilise une sorte de feuille avec un médicament qui est compressé dans un tube, comme un cigare. On le brûle et on essaie de l'appliquer sur les points d'acupuncture. Cela stimule la circulation sanguine et permet la circulation de l'énergie dans l'organisme. Pour la médecine chinoise, toute maladie résulte de blocage ou de déséquilibre énergétique. Le tai chi et le feng shui, la pharmacie et l'acupuncture
œuvrent ensemble depuis toujours pour soulager les mêmes maux. Kowloon Park, un dimanche après-midi. Les espaces verts de Hong Kong réunissent les adeptes du tai chi et de la gymnastique douce. Toujours un même but, équilibrer les énergies. Le tai chi est un art martial, comme le kung-fu. On trouve des traces des arts martiaux chinois 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais le kung-fu n'apparaît qu'au VIe siècle de notre ère. Il a été popularisé en Occident grâce à des films tournés à Hong Kong. Le kung-fu aurait été inventé par un moine bouddhiste. Constatant la mauvaise condition physique des autres moines, il leur imposa cette discipline. La santé du corps favorise la méditation. Il est important de commencer tôt. Kowloon, temple Wong Tai Sin. Les divinités sont honorées par une succession d'offrandes, mais l'intention n'est pas désintéressée. Il s'agit d'une vraie transaction. On donne pour obtenir une faveur en retour. Après la cérémonie, les offrandes sont récupérées par le donateur. À même le sol, un damier permet de connaître la volonté des dieux. Une offrande ne se conçoit pas sans bâtonnet d'encens. Depuis toujours, Hong Kong fabrique et exporte de l'encens. Ce commerce parfumé explique d'ailleurs le nom de l'île. Le temple Wong Tai Sin est fréquenté par les adeptes de 3 religions différentes, bouddhistes, taoïstes et confucianistes. Il se retrouve autour d'une sculpture représentant 6 béliers, symbole de paix. Les temples de la religion sont parfois très proches des temples du jeu. L'hippodrome de Happy Valley est en effervescence en raison des paris bien avant le départ de la première course. Les courses hippiques attirent toujours les foules depuis le XIXe siècle. Les courses se sont toujours déroulées à cet endroit, car c'est le seul terrain plat du territoire. Les Asiatiques sont connus pour leur flegme. Il arrive néanmoins qu'à Happy Valley, on laisse apparaître ses sentiments. Tout dépend des résultats. Sur la côte nord, l'île de Hong Kong disparaît presque sous les immeubles. Mais dès que l'on s'oriente vers le sud, un autre monde fait son apparition. Une végétation abondante. C'est une des raisons pour lesquelles un parc d'attractions a été installé ici. La plupart des attractions n'ont rien de naturel.
Mais les inconditionnels de la nature peuvent y faire d'heureuses rencontres. Le panda géant est la vedette incontestée. Son repas préféré, les pousses de bambou, pas trop dures. L'animal ne vit à l'état sauvage que dans les forêts d'altitude au centre de la Chine. La mer livre aussi ses secrets. La vie d'un récif corallien a été reconstituée avec sa faune. La curieuse raie requin est suivie par la raie pastenague dotée de son aiguillon venimeux. Mais d'autres stars, moins attendues, composent un ballet spectaculaire. Les méduses en apesanteur dans une lumière irréelle. Sur la plage de Repulse Bay, la silhouette des immeubles est étudiée pour résister aux typhons, parfois violents sur la côte sud. Aberdeen est un ancien port de pêche. Désormais, les bateaux de plaisance rivalisent en nombre avec les chalutiers des pêcheurs Tanka, une ethnie chinoise minoritaire. Traditionnellement, les sampans sont pilotés par des femmes. Les Tanka ont appris depuis longtemps à composer avec le monde moderne. Dans la baie, des restaurants flottants. Les Chinois viennent parfois de loin pour partager un repas en famille, dans le plus vaste d'entre eux, qui serait capable de servir 3000 repas simultanément. Les réjouissances ne manquent pas dans le calendrier de Hong Kong. La fête des lanternes et la fête des lampions en papier. Elle clôture les festivités du Nouvel An lunaire. La décoration des rues peut revêtir des formes beaucoup moins traditionnelles. Hong Kong recèle plus de 200 espèces de papillons, mais certaines n'ont pas encore été répertoriées par les scientifiques. Fascinant. Le 1er octobre, jour de la fête nationale, les papillons multicolores se dispersent par milliers lorsque les feux d'artifice jaillissent dans la nuit. Le feu d'artifice a été inventé en Chine et Hong Kong aime briller au firmament des stars. Lantau, une île 2 fois plus grande que celle de Hong Kong. Lantau a longtemps conservé un caractère rural, voire sauvage. En bordure de Lantau, l'aéroport de Chek Lap Tok a été construit sur un site conquis aux 3/4 sur l'océan. Il a été réalisé par l'architecte britannique Norman Foster. Lignes épurées, formes fluides, décoration minimaliste. Ce sont les marques d'un aéroport ultra fonctionnel. Art, confort, intimité. De larges espaces ont été dédiés à la détente et au travail. À Hong Kong, le travail,
le sens des affaires et de l'efficacité n'empêchent pas l'imagination. L'aéroport est conçu pour accueillir 80 millions de passagers par an. C'est plus de 10 fois la population de Hong Kong. La Chine éternelle n'a pas disparu derrière les collines de Lantau. Au contraire, elle est bien accrochée au sommet. Le plus grand Bouddha assis d'Asie domine la vallée. La statue en bronze appartient au monastère de Pauline. À l'intérieur du temple principal siègent d'autres Bouddhas assis sur une fleur de lotus. Le lotus est le symbole de la pureté chez les bouddhistes. La vocation touristique du site a entraîné des retombées économiques non négligeables. Et les moines se sont adaptés à la présence des visiteurs. Au flanc de Lantau, le village de Tai O possède les dernières maisons sur pilotis de Hong Kong. Il a été fondé par des pêcheurs Tanka. Dans le passé, les Tanka ont parfois subi les brimades des continentaux. Depuis l'avènement de la République populaire, ils bénéficient des mêmes droits que les autres Chinois. Certains les surnomment les gitans de la mer. Hong Kong comporte également une autre entité continentale située entre la péninsule de Kowloon et la frontière chinoise. Les nouveaux territoires. Avec l'expansion des infrastructures, la portion de territoire dédiée à l'agriculture se réduit progressivement. D'anciennes fortifications protègent toujours le village de Cat Hing Wai, dont l'origine remonte au début du XVIIe siècle. Le village est exigu et les ruelles sont étroites, mais la visite réserve des surprises. Une femme Hakka arbore son plus beau chapeau. Les Hakka sont arrivés ici jadis en provenance du nord de la Chine. Dans une forêt de bambous, une allée est gardée par 2 rangées de statues dorées, les Arhat. Arhat signifie vénérable en sanskrit. Il s'agit de saints bouddhistes ayant atteint le nirvana. Le chemin mène à un monastère, un lieu de tradition et de sérénité, même si le monde moderne est proche. Dans la salle principale, surprise, une incroyable collection de statuettes décore les murs. Le monastère des 10 000 Bouddhas leur doit son nom. Les statuettes sont toutes différentes. Le marais de Maipo est aussi un sanctuaire de vie sauvage. De l'autre côté, c'est la Chine. À Hong Kong, le milieu de l'automne est un moment de fête, la fête des lanternes. La nuit brille de 1000 feux. Les contours s'estompent dans les halos lumineux. Les guirlandes électriques et les buildings illuminés plantent le décor d'une fête où le dragon joue un grand rôle. En Chine, certains dragons provoquent des éclipses. Alors, le jour et la nuit se confondent. Le ciel et la terre se rejoignent. Même le sol se couvre d'étoiles.
les lanternes rendent hommage à la pleine lune des moissons. C'est le meilleur moment pour la récolte. Une période de prospérité commence sous la protection des divinités célestes. L'opéra chinois est à la fois une lutte contre les mauvais esprits et une manière de célébrer les récoltes. Un moment fort de la fête a lieu dans un petit temple. La star est là, mais il est difficile de l'approcher. La vedette, une créature fantastique, un symbole de puissance omniprésent dans la culture chinoise, celui qui apporte la pluie, Sa Majesté, le dragon. Les fleurs de lotus, comme toute végétation et toute forme de vie sur Terre, existent grâce au dragon. Par milliers, les bâtonnets d'encens accompagnent le dragon. Plus les volutes parfumées seront épaisses, et plus le dragon sera comblé. Entre la tête et la queue, un corps long de 70 mètres, piqueté de bâtonnets d'encens par milliers. Les dragons font partie des mythes fondateurs de la civilisation chinoise. Mais les références culturelles de Hong Kong ne sont pas que chinoises. Mais la vedette de la fête est bien le dragon. D'où vient-il ? En 1880, dans le village de Tai'an, il y a eu une épidémie transmise par les rats. De nombreux jeunes sont morts. Un des villageois a rêvé d'un sage bouddhiste qui lui a dit « Il faut fabriquer un dragon ». Les gens ont donc fabriqué un dragon et l'épidémie a cessé. Depuis, ils font la fête chaque année et il n'y a plus jamais eu d'épidémie. Quand les bâtonnets d'encens sont consumés, on les remplace. Le dragon y tient. Mais l'encens a un autre usage. On brûle de l'encens pour créer de la fumée. On fait aussi exploser des pétards. Cela donne des odeurs chimiques. La fumée et l'odeur se répandent et tuent les virus. Alors on se sent en sécurité et la paix revient. Hong Kong vit dans une lumière permanente que le ciel et l'eau lui renvoient. La ville met en scène son propre spectacle et sous les feux de la rampe, le premier rôle est tenu par les gratte-ciel eux-mêmes. Dans les tourbillons de l'histoire, Hong Kong n'a jamais cessé de briller. La ville capte les regards et change les perspectives. Elle rend les choses possibles et exerce son influence sur tout un continent. Hong Kong est fascinante. C'est comme dans un film. Vous avez des grandes stars, elles pâlissent, elles disparaissent et pendant un certain temps, on se dit qu'on n'a plus de stars, plus de talent. Et puis, par surprise, il y en a de nouveaux qui arrivent. D'où qu'ils viennent, les talents doivent s'épanouir à Hong Kong, parce que je pense que Hong Kong est un endroit qui donne aux meilleurs une véritable aura de star.
Pour être star, Hong Kong montre le cap. Peut-être suffit-il de suivre le sillage de la star de Chine.